c'est également un modèle biologique, c'est-à-dire on parle évidemment de la réaction pure et simple au stress. Donc c'est lié, pour ceux qui connaissent éventuellement, c'est l'épuisement, il y a un stress, la personne réagit, et puis petit à petit, si le stress continue, enfin, si la situation stressante du moins continue, elle va s'épuiser. C'est un modèle directionnel. Il n'y a pas d'interaction, c'est vraiment le sujet face à une situation stressante, comme si le sujet était vraiment seul et n'avait pas non plus toute une entité, que ce soit corporelle, psychique ou biologique. Bien, on a continué ensuite sur un courant qui est dit, lui, dispositionnel. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt lié à l'école de Palo Alto. Donc c'est tout le courant psychosomatique. Alors dans ce courant-là, il y avait par exemple l'échelle de Messerae. C'est une échelle qui considérait un certain nombre de stresseurs, et en disant que tel ou tel stresseur, forcément, allait être plus important que le suivant. Bien sûr, avec des biais culturels énormes. Par exemple, on considérait que la perte du conjoint était un événement particulièrement stressant, tout en oubliant que pour certaines personnes, la perte du conjoint, c'était vraiment le début de nouvelle vie, mais vraiment attendu, entre guillemets, les bonnes joyeuses, c'est quelque chose qui existe, et ça a été complètement omis. Donc quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont essayé de mettre des poids, c'est-à-dire c'est au sujet lui-même d'évaluer la situation stressante pour lui, mais c'était toujours un modèle directionnel, c'est-à-dire on oublie tous les autres facteurs. Donc on arrive un petit peu plus tard, dans les début des années 80, sur un modèle sur lequel on travaille toujours aujourd'hui, qui est un courant donc, interactionniste, et maintenant on va vers l'intégratif, c'est-à-dire qu'on essaye de reprendre tout le réseau, toutes les connexions, et de rassembler tout ça. Et donc dans ce modèle transactionnel ou interactionniste, c'est la même chose, c'est le modèle de Lazarus et Folkman. Il y a plusieurs points. Le premier, on considère évidemment la situation stressante ou le stresseur, et on considère toujours que ce stresseur a une action directe sur le sujet, donc il va réagir par rapport à ce stress. Mais on ne considère plus la relation uniquement directionnelle. On va considérer un ensemble de médiateurs, ce qu'on appelle des médiateurs, c'est des choses qui viennent se situer entre un point et un autre, et qui vont moduler, accentuer, diminuer, enfin faire en sorte que le sujet réagit différemment à la situation. Donc, on a des médiateurs qui sont de l'ordre de l'émotion. Certaines personnes sont vraiment dans l'émotionnel. On a des médiateurs aussi qui sont de l'ordre perceptivo-cognitif. Donc, on va revenir après sur les déterminants, on comprendrait mieux. Et évidemment, de l'ordre du comportement. Et tous ces médiateurs vont faire en sorte que la personne va percevoir la situation comme étant plus ou moins stressante, va la percevoir comme étant plus ou moins contrôlable, et également se dire, est-ce que j'ai du soutien ou est-ce que j'en ai pas? Parce que face notamment au cancer, on sait dans toutes les études qu'on a pu mener que le soutien perçu, la façon dont l'entourage nous soutient, le corps médical, etc., a évidemment un poids très très important dans la guérison et notamment aussi dans l'observance thérapeutique. Parce que la personne va bien faire en sorte que le traitement puisse fonctionner chez lui. Par exemple, je prends le cas de cancer du poumon, l'arrêt du tabac. Parce que c'est pas parce qu'on a un cancer du poumon qu'on arrête aussi facilement le tabac. Alors, donc on considère là non plus le sujet directement en lien avec le stresseur, mais en lien avec son environnement. Donc le sujet a une implication sur l'environnement qui lui-même a aussi une implication sur le sujet. Donc c'est une circulaire en fait. Donc d'après Lazarus et Folkman, si je donne la définition du stress, c'est une transaction entre l'individu et son environnement. Et dans cette transaction, il évalue la situation comme débordant ses ressources et pouvant mettre en danger son bien-être. Donc c'est à partir de là qu'on peut considérer qu'il y a stress ou pas. Et je parle de stress psychologique, sachant aussi qu'on a bien sûr évidemment un stress dit objectif. Ce stress objectif, il est de l'ordre biologique et c'est plus lié au taux de cortisol. Donc, sachant que certaines personnes peuvent avoir un stress perçu, donc psychologique très élevé, pour autant ils n'ont pas forcément un taux de cortisol élevé. Et vous avez l'inverse.
C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps une corrélation, un lien important entre le stress objectif et le stress subjectif, bien que cette corrélation existe quand même. Donc ça, c'est le fameux modèle de Lazarus. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de prédicteurs, c'est-à-dire que c'est des déterminants. C'est-à-dire c'est tous les effets qui peuvent augmenter ou pas la perception qu'on va avoir d'une situation et la perception stressante. Donc, on a la situation en elle-même, les stresseurs, qui peuvent être des événements de vie très variés, dont effectivement une annonce de cancer. On peut avoir différents traumatismes. Ça, c'est toute l'histoire de vie, en fait. Ensuite, on a des caractéristiques plus sociales. On n'a pas les mêmes réactions face à la situation en fonction de l'âge. Forcément, il y a plus d'expériences parfois, les situations, on les a déjà vues, c'est pas tout à fait pareil. Ensuite, le genre, ça a été quand même assez prouvé aussi que les femmes ont une réactivité, une perception du stress souvent plus élevée que celle des hommes. La situation familiale, quand effectivement vous êtes en plein divorce ou quand vous venez de perdre quelqu'un et que votre situation familiale est pas très stable, émotionnellement j'entends, il est évident que ça va perturber toute la transaction. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre professionnel, et puis la constitution physique aussi, forcément. Ensuite, vous avez des facteurs dits plus personnels. Donc ça, c'est les caractéristiques psychologiques, notre style de vie. Par exemple, on a trouvé dans les années 80, pareil, qu'il y avait deux gros styles de vie, le style A et le type C. Le type A et le type C. Donc le type A sont des gens qui sont très hyperactifs, qui bougent tout le temps, qui ont toujours des choses à faire, qui ont du mal à se poser, du mal à accepter aussi les vacances. On parlerait aujourd'hui, par exemple, au niveau professionnel de burn-out, c'est des gens qui vont là-dessus, qui ont du mal à s'arrêter. Ensuite, le type C, c'est au contraire des gens qui sont plutôt joviales, épicuriens. Évidemment, sur leurs habitudes alimentaires, ça va jouer également, plus d'alcool, plus de consommation de tabac ou de matières grasses, des choses qui vont jouer en tous les cas sur l'apparition de certaines maladies, dont le cancer. Ensuite, il y a les traits de personnalité. On est tous plus ou moins quelque chose, plus ou moins timide, plus ou moins optimiste, plus ou moins avec une tendance à la dépression. Ça, c'est tout ce qui va déterminer, mais ce n'est pas un effet direct, même si, bien sûr, ça a un effet aussi sur la situation, sur la façon dont on va la gérer. Mais ce n'est pas direct. À partir de tous ces déterminants, de cet ensemble de choses, quand il nous arrive une situation stressante, on va l'évaluer. On va faire deux évaluations, une évaluation dite primaire et une évaluation dite secondaire. Ces deux évaluations, elles ont lieu en même temps. C'est pas dans le temps, c'est vraiment au même moment. C'est pas forcément, au sens propre du terme, de l'ordre du conscient, c'est un automatisme en fait. Donc on va évaluer la situation. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que ça représente finalement quelque chose de pas si mal? Il faut que je réussisse. Par exemple, un examen, c'est pas forcément une situation dramatique, pourtant c'est stressant. Mais l'enjeu, c'est il faut que j'ai une bonne note, il faut que je réussisse. Est-ce que, donc c'est aussi de l'ordre du défi, est-ce que c'est une perte? Est-ce qu'on risque d'y perdre quelque chose? Et la seconde évaluation, c'est quels sont les moyens dont je dispose pour y répondre. En termes d'amis, moyens financiers aussi parfois, intellectuels, de connaissances. Quels sont tous les moyens dont je dispose pour pouvoir répondre à cette situation? À partir de là, on aura effectivement les médiateurs. C'est-à-dire que c'est là qu'on va se dire, je perçois la situation comme étant stressante, je la perçois comme étant contrôlable, et je perçois du soutien social. Et une fois que tout ça s'est déroulé, on va réagir à la situation. On appelle ça le coping. Le coping en anglais, c'est d'en faire face. Et tout cet ensemble va jouer va avoir des conséquences, donc des critères d'ajustement, qui sont somatiques, comportementaux, émotionnels, cognitifs. Et c'est cet ensemble qui est le stress. C'est pas juste la situation stressante, c'est tout ça. C'est toute cette transaction que nous, on appelle stress.
Donc ça veut dire que quand on étudie le stress en cancérologie, il est évident qu'on n'a pas une seule variable, c'est-à-dire juste effectivement la situation stressante, mais on va prendre tout cet ensemble. Et c'est pour ça que ça varie énormément d'un individu à un autre. On dit par exemple, pourquoi deux individus, on les a dépistés au même stade, ils ont le même nombre d'enfants, la même vie professionnelle, ben pourquoi il y en a un qui est dépressif et pourquoi l'autre ne l'est pas? Eh bien parce qu'il y a vraiment énormément de transactions qui se font. Et si on ne voit pas tout cet ensemble, en fait on n'a pas vraiment on ne peut pas vraiment réaliser ce que c'est que le stress pour l'individu. Ça veut dire que c'est quand même, en termes d'évaluation, c'est assez long. C'est pas si simple que ça, le phénomène de stress. On va voir plus précisément les prédicteurs. Donc il y a, au niveau des traits de personnalité, il y a des traits de personnalité qui sont pathogènes. Par exemple, le trait de dépression. Alors, c'est pas la dépression en termes de psychopathologie, c'est la dépression, la tendance à. Les individus ont plus ou moins tendance à être dépressifs. Il y en a pour qui tout va toujours bien, quoi qu'il leur arrive, tout va bien. Et d'autres, au contraire, qui vont avoir tendance à un petit peu s'effondrer à chaque fois que quelque chose va arriver. Donc ça, c'est plutôt pathogène quand on parle de cancérologie. Alors, pour ce trait dépressif, il y a certaines études qui vous diront que c'est très très pathogène, d'autres qui vous diront que ça ne l'est pas du tout. Donc on n'est pas très fixé sur ce point. Et les récentes études sur le trait de dépression ont montré que quand même ça a un effet, même s'il n'est pas si important que ça. Ensuite, on a le trait d'impuissance désespoir. L'impuissance désespoir, je vous en reparlerai un peu plus tard. C'est une incapacité à contrôler la situation. Se sentir systématiquement toujours incapable de contrôler ce qui nous arrive. Alors, c'est destin, voilà, mais j'ai pas d'action de contrôle sur la situation. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété trait. Il y a deux anxiétés fondamentales. Il y a une anxiété trait et une anxiété état. L'anxiété trait, c'est la disposition, pareil, à être anxieux. Quoi qu'il arrive, on a des gens anxieux. Même si tout va bien dans leur vie, ils sont anxieux. Et l'état d'anxiété, c'est un état qui est plus momentané et qui est une réaction par rapport à une situation. On a aussi des traits de personnalité qui vont protéger. Par exemple, l'optimisme, le contrôle interne, c'est-à-dire le sentiment qu'on a de pouvoir contrôler sa vie d'une façon générale. L'endurance aussi. Donc, pouvoir résister. On va peut-être aussi appeler ça la résilience. Et évidemment, l'estime de soi et le sentiment d'auto-efficacité. Alors, le sentiment d'auto-efficacité, c'est de savoir que quand on agit, nos actions sont efficaces. C'est pas du vent. Et certaines personnes essaient de faire des choses, agissent, et pourtant ils ont l'impression tout le temps que ça ne fonctionne pas, que ce qu'ils font est inefficace. Et ça, ce sentiment d'inefficacité fait qu'au bout d'un moment, les gens ne font plus rien, ne cherchent plus à lutter. Alors, dans la prévention des cancers, ces traits de personnalité sont relativement importants. On va les évaluer chez les personnes parce qu'ils vont modifier des comportements. Ils ne vont pas agir directement, c'est pas parce qu'on est plus optimiste ou moins optimiste, bien sûr, qu'on risque plus d'avoir un cancer. C'est parce qu'en fonction de ces traits de personnalité, on va modifier le comportement de santé, notamment les comportements alimentaires. Faire du sport, ne pas en faire, fumer, pas fumer, des comportements d'addiction, l'alcool. On a aussi un facteur dit facteur conscience. Donc, est-ce qu'on a conscience ou pas? Alors, c'est aussi lié ça au niveau culturel. Bien sûr que si on ne sait pas que manger trop salé, manger trop de sucre aussi, manger trop de graisse, ça comporte un risque, notamment pour les cancers digestifs. On n'a pas conscience que son comportement peut avoir des conséquences. Donc, il faut vraiment qu'on ait conscience de son environnement et une bonne adhésion aux facteurs santé. Tout ce qui peut protéger au niveau physique là, du cancer. Évidemment, une bonne hygiène de vie, bien sûr, pas de style de vie à risque. Donc là, ça va plus loin, c'est aussi tout ce qui est drogue.
Évidemment, plus on a conscience des choses, on a réussi à montrer, ça les études ont réussi à montrer, que ceux qui ont un facteur conscience élevé ont beaucoup moins d'accidents de la route que les autres. Donc ce qui prouve bien que ce facteur conscience modifie les comportements. Donc dans l'action, en pratique, ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment passer par une pédagogie qui permet aux gens de savoir ce qu'ils font et d'avoir vraiment conscience de leurs actes. Et en quoi ces actes peuvent avoir des conséquences à court terme, à moyen terme et aussi à long terme. Et notamment donc, sur la conduite, les expériences qui ont été faites, c'est de montrer que sur une durée de 1 an, sur un groupe qui a été formé, à qui on a expliqué tous les dangers de la route, à qui on a fait prendre conscience qu'ils n'étaient pas tout seuls sur la route, qu'il y avait d'autres conducteurs, le taux d'accident diminuait de façon très conséquente par rapport au groupe qui n'a pas été formé. Il y a aussi un autre facteur, un trait de personnalité qui s'appelle le facteur agréabilité. Donc ce sont des gens qui vont plus avoir tendance à adopter une vie saine, qui ont beaucoup moins de conduite addictive que les autres, qui ont une bonne addiction thérapeutique, adhésion, excusez-moi, donc ils vont évidemment observer ce que leur dit leur médecin, et eux ont des faibles risques de cardiopathie. Alors le facteur agréabilité, ce sont des gens qui sont plutôt ouverts, qui vont ouverts aux idées nouvelles aussi, on parle, c'est dans la facette ouverture, qui sont plutôt sympathiques, qui ne sont pas non plus complètement extravertis, qui sont aussi dans la réflexion. On a justement l'autre facteur qui s'appelle le facteur extraversion. Donc là aussi, c'est des gens assez sympathiques, mais qui sont plus à parler, à s'ouvrir, à raconter plein de choses, peut-être un peu plus actifs également. Donc eux, on s'est rendu compte que quand ils ont vraiment ce trait de personnalité de façon prononcée, ils ont effectivement aussi des habitudes de vie plutôt saines, c'est-à-dire qu'ils font l'exercice physique, forcément ils ont besoin de se dépenser. En revanche, ils adoptent beaucoup plus fréquemment des comportements à risque. Donc tabac, alcool, drogue. Donc le facteur extraversion, il a à la fois un rôle salutogène et en même temps un rôle pathogène. Donc évidemment, ces traits de personnalité, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas soit l'un soit l'autre, on est toujours un petit peu plus l'un, un petit peu plus l'autre. Mais on les a tous. Alors c'est sur un continuum, on peut aller de pas du tout à énormément, et donc on va mesurer comme ça. Et c'est pas oui ou non, c'est pas quelque chose de dichotomique. Alors, la salutogenèse, donc ça signifie les origines de la santé. Donc c'est des recherches qui en fait, ce que je suis en train de vous présenter là, vont rechercher tout ce qui peut protéger les personnes des agressions diverses de l'environnement. L'environnement au sens large, c'est-à-dire l'environnement externe, mais l'environnement interne aussi, donc les cellules, bien entendu. Et tout ce qui peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Globalement, c'est fait pour promouvoir, évidemment, la santé. Un autre trait de personnalité qui est intéressant, c'est le sens de la cohérence, ou autrement dit, le SOC. Donc, on revient un petit peu au facteur conscience, mais de façon différente. Là, c'est plus uniquement être conscient d'une situation, c'est plus uniquement essayer de le savoir, c'est essayer de mettre du sens sur les choses, et essayer de les organiser. Donc, ça c'est Antonovsky, donc je vous lis quand même. Une orientation globale qui exprime une résistance persuasive, un sentiment dynamique de confiance, donc ça englobe aussi la problématique de confiance, et le sentiment que les stimuli provenant de l'extérieur et également de l'intérieur sont structurés. Donc, ça veut dire que c'est aussi toutes les personnes qui ne croient pas vraiment au dessein. Et on revient aussi sur les notions de contrôle. Je peux contrôler ce qui m'arrive. Bien. Donc c'est aussi donc ils seront structurés, prévisibles et explicables. Les ressources sont disponibles pour faire face aux demandes posées par ces stimuli. Et ces demandes sont des défis dignes d'un investissement et d'un engagement. C'est-à-dire que tout est organisé pour avoir un sens. Et on y répond de façon extrêmement structurée. Donc évidemment, le sens de la cohérence est quelque chose qui protège beaucoup, puisque les comportements alimentaires et les comportements de santé vont retrouver une logique. Et si elles ont une logique pour l'individu, elles vont aussi avoir une logique dans le temps. C'est-à-dire que nous, on ne va pas s'inscrire à un club de danse pour faire 3 séances.
payer un abonnement, plus voilà, ça arrive fréquemment. Les gens se disent, bon allez, je me mets au sport, mais finalement, au bout de 6 mois, bah, ça y est, le sport est arrêté. Ou j'arrête, je mets plus de sel, ou je mange de façon saine, je fais un régime, mais un régime structuré, pas, je ne me fais pas mourir de faim, je fais quelque chose qui va me permettre de me protéger de certains points, mais tout est organisé. Donc dans ce sens, ça peut durer dans le temps. Donc, les recherches suivantes sur le SOC, donc je connais principalement Erickson et Strom, plus le SOC est élevé, donc plus ce sentiment de cohérence est élevé, plus le sujet perçoit positivement sa santé. Donc, c'est ce qui veut dire, c'est qu'il perçoit que sa santé est vraiment importante pour lui, que ce n'est pas quelque chose à négliger, sans tomber dans les extrémités non plus. Alors, il y a une forte relation aussi avec la santé mentale, avec l'optimisme, le lieu de contrôle, donc ce sentiment de pouvoir contrôler des situations, l'estime de soi, l'auto-efficacité et les habiletés sociales. Donc on voit avec le SOC que toutes les autres dimensions de la personnalité dite protectrice sont également reliées. Donc tout ça fonctionne ensemble. Il y a aussi, de l'autre côté, une forte relation négative avec l'anxiété. Donc les gens qui ont un SOC élevé sont moins anxieux, sont moins colériques aussi. Il y a moins d'épuisement moral, moins d'hostilité, moins de désespoir, moins de dépression. Et le stress perçu, donc la façon de percevoir les situations stressantes, est plus faible. Et il y a également moins de syndrome de stress post-traumatique dans les cas concernés. En pratique, donc tous ces éléments nous disent qu'il faut investir dans des conditions favorables pour la santé pour l'ensemble des êtres humains. Alors, cette phrase, ça veut simplement dire que si on sait qu'au niveau de la personnalité, il y a des traits salutogènes et des traits pathogènes, si on sait que tout ça s'organise dans un modèle, ça veut bien dire que, en termes de pratique, donc que ce soit les médecins ou les psychologues, voire même les chercheurs, il faut qu'on arrive à englober tous ces éléments au niveau d'un certain nombre d'êtres humains pour arriver à affiner la compréhension du problème, mais aussi, sur le terrain, à pouvoir avoir des éléments généraux. Parce que sur un terrain, il est évident, notamment je parle en service de cancérologie, un psychologue classique va faire une thérapie qui peut durer quelques années. D'accord, on va sur un psychologue 1 fois par semaine, parfois 1 fois tous les 10 jours, on aborde certains problèmes, et ça peut prendre du temps. Alors qu'en service d'oncologie, la réaction doit être extrêmement rapide. On ne voit pas les patients 10 fois, 15 fois, parfois on les voit beaucoup moins que ça. Donc si on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'englober tout de suite l'ensemble des choses, et notamment aussi la systémique familiale, on verra les histoires sur le soutien social, en fait, on n'agit que sur un petit point du problème, et on ne trouve plus la systémique. Donc, comme on sait, je reviens sur le sens de la cohérence par exemple, que c'est relié au reste, on va tout de suite évaluer pour gagner du temps, admettons, ce sens de la cohérence, ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs informations sur les autres personnalités et d'aider la personne à retrouver l'estime de soi et à pouvoir mieux adhérer à différents traitements. Donc il faut également intégrer les êtres humains dans les processus de changement, ça c'est en prévention primaire, pour qu'ils disposent de plus d'espace d'aménagement, de décision et de ressources et de résistance. Alors la prévention primaire, le sujet de ce soir, c'est avant qu'il y ait une maladie. D'accord ? C'est faire en sorte que la maladie n'arrive pas. La prévention secondaire, c'est qu'est-ce qu'on fait quand la maladie est là. Et la prévention tertiaire, c'est éviter des rechutes éventuelles. Donc en prévention primaire, il faut aussi qu'on puisse se dire, on sait très bien, on va former les gens, on arrive à les évaluer, on sait que s'ils ont tel ou tel trait de personnalité, telle ou telle façon de réagir au problème, on sait ce que ça peut donner, mais après, il faut trouver des leviers pour le changement. Et ça, pour l'instant, c'est encore vraiment des sujets de recherche actuels, parce qu'on se pose la question de pourquoi certaines personnes parviennent à changer leur comportement, et pourquoi d'autres, alors qu'elles ont vraiment conscience du problème, qu'elles ont une bonne culture générale sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire par rapport à leur santé, n'arrivent pourtant pas à changer. Alors, dans les cas d'addiction, on sait à peu près pourquoi, l'alcool ou le tabac, mais dans d'autres cas, c'est plus difficile
de comprendre ce qui se passe et de pouvoir trouver ces fameux leviers pour le changement. Au niveau des médiateurs, donc je vous parlais tout à l'heure de l'évaluation primaire, donc on se demande toujours à l'individu qu'est-ce qu'il y a en jeu dans cette situation. Dans un cas de cancer, évidemment, avant d'en avoir un ou avant d'avoir été dépisté, toutes les personnes, enfin, je pense que pas une personne dans cette salle s'est pas dit à un moment donné j'ai ci, j'ai mal au ventre, j'ai ceci, donc peut-être qu'il faudrait que je me fasse dépister, ou j'ai des cancers autour de moi, ça pourrait m'arriver. Donc la question qui se pose, si c'est quelque chose qui stresse vraiment, c'est quel est l'enjeu? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est le fait, on sait qu'aujourd'hui certains cancers sont fort heureusement guérissables, est-ce que c'est le fait que je vais avoir des problèmes professionnels, que ma vie va devoir changer si je fais une chimiothérapie, etc., etc. Donc on analyse tout ça. Et évidemment, plus on a de contrôle, plus on a aussi de soutien, plus on va concevoir cette situation comme étant vraiment particulièrement stressante. Donc en évaluation secondaire, je le disais, donc c'est plutôt quelles sont mes ressources personnelles, et ce qui va amener, est-ce que j'ai du contrôle, plus j'ai de ressources, plus j'ai de contrôle, et aussi le soutien social. Pour ce qui est du contrôle perçu, de façon plus précise, c'est la façon dont le sujet estime sa capacité à maîtriser une situation, et c'est un processus qui est transitoire et spécifique, c'est-à-dire c'est spécifique à la situation elle-même. C'est très différent du lieu de contrôle. Le lieu de contrôle, c'est de façon générale, est-ce que je pense que je peux maîtriser les choses ou pas, mais ça c'est dans l'absolu. Et puis face à une situation, quelle qu'elle soit, on va se dire est-ce que je peux maîtriser ou est-ce que je ne peux pas maîtriser. Donc dans le cadre d'un examen, pour dire tout à l'heure, il est évident que l'étudiant, normalement, il a quand même une maîtrise. Il a quand même été averti avant de la date de l'examen, donc il pouvait réviser, il a quand même de quoi maîtriser la situation. Dans le cadre d'un cancer, évidemment, c'est une situation beaucoup moins maîtrisable par le sujet. Ce qui veut dire que des sujets qui sont aussi habitués à maîtriser les situations, qui ont un sens de la cohérence relativement élevé, qui se disent que, a priori, toute situation peut être contrôlable, qui peuvent gérer, l'annonce d'un cancer est évidemment particulièrement désastreuse chez ces personnes-là. Alors qu'à l'inverse, chez les personnes qui pensent que tout est lié au destin, qui ne peuvent pas maîtriser les choses, l'annonce d'un cancer, finalement, c'est comme le reste. Oui, je ne maîtrise pas. Donc, la différence à ce moment-là, c'est que chez l'un, on a une perte de contrôle à laquelle il n'est pas habitué. Donc, évidemment, ça peut aussi déclencher les dépressions derrière. Alors que chez l'autre, la dimension de contrôle, comme elle n'était déjà pas présente, quelque part, ça ne change pas grand-chose. En revanche, il va s'appuyer sur d'autres points, parce que je vous l'ai dit, on est tous un peu plus ceci, un peu plus moins cela, qui sont peut-être plus ou moins positifs, notamment tout ce qui est de l'ordre du soutien social. Alors, qu'est-ce que crée l'absence de contrôle précisément? On a les études de Seligman, on parle de la théorie de la puissance apprise. Alors, la puissance apprise, c'est un comportement acquis suite à des expériences d'échecs répétés, comportement se traduisant par l'abandon de tout effort pour modifier la situation. Alors, dans les expériences de Seligman, donc ici vous avez un chien, tous les petits chiens pouvaient passer d'une case à l'autre de la cage. Une partie est électrifiée, l'autre ne l'est pas. On a un groupe de chiens qui entend une sonnerie à chaque fois qu'on va électrifier le sol. Donc, au bout d'un moment, le chien est habitué, c'est-à-dire j'entends la sonnerie, je vais me mettre à l'abri pour ne pas recevoir de l'électricité dans les pattes. Et l'autre groupe de chiens, lui, on ne lui envoie pas le signal. Il a aussi la possibilité d'aller de l'autre côté, s'il veut, mais il n'est pas averti. Donc, évidemment, il y a un groupe de chiens qui peut maîtriser la situation, j'entends le signal, je vais de l'autre côté, et l'autre groupe de chiens qui contrôle nettement moins la situation. Si on voit ce que ça donne, donc, à gauche, vous avez le groupe qui ne reçoit pas de signal. À droite, le groupe qui reçoit un signal. Donc, il y en a qui n'ont pas de choc. Donc, évidemment, dans les deux groupes, vous voyez bien que ça, c'est la longueur des ulcères gastriques, après qui est mesurée. Donc, chez le groupe qui ne reçoit pas de choc électrique, donc les deux bleus, il n'y a pas ou peu d'ulcères gastriques. Dans le groupe dans le groupe contrôle, donc les deux reçoivent des chocs
mais un avec signal, l'autre sans signal, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire que quand ils ont le contrôle, il y a quand même nettement moins d'ulcères gastriques que quand ils n'ont pas le contrôle. Et enfin, dans le dernier groupe, ils n'ont pas de contrôle du tout, pas de signal, rien. Je vous laisse observer le schéma. Donc, ce qui signifie bien que le pouvoir de contrôle d'une situation est quand même très, très important. Donc ça, c'est chez les chiens, mais ça a été reproduit chez les adultes dans d'autres circonstances. Évidemment, alors, on ne l'avait pas dans une cage avec de l'électricité, mais on se rend compte qu'effectivement, la notion de contrôle est vraiment très, très importante. Alors, au niveau des mécanismes explicatifs en santé, les tentatives d'un individu pour garder le contrôle de situations aversives, donc quand on a l'annonce d'un cancer, ou quand on se dit j'ai des comportements type tabac par exemple, et donc j'ai des risques accrus d'avoir un cancer du poumon, je vais essayer de contrôler, et au bout d'un moment je vois que je ne contrôlerai du tout. L'arrêt du tabac par exemple, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué, se dire que j'arrive pas à contrôler l'arrêt de la cigarette, n'est pas si simple que ça. Donc au bout d'un moment, il y a aussi une notion d'impuissance désespoir. Ben, quoi que je fasse, je n'y arrive pas. En plus, une estime de soi qui va également en chute libre. Et ça va hyperactiver le système sympathique, qui est l'axe de l'effort. Et puis, quand on arrive vraiment à une perte de contrôle totale et à la résignation, là par contre, on a une hyperactivité de l'axe, au niveau du cortisol, ça monte, corticotrope, j'arrive jamais à le dire, de l'hypophyse, et là, ça, c'est l'axe de la détresse. Donc ça veut dire que, dans un premier temps, on revient aussi aux notions de CELI, dans un premier temps, j'essaye de garder le contrôle, je me bats, tout en me disant que c'est vraiment compliqué, et j'active l'axe de l'effort, et si je vois que ça ne marche pas, donc je suis avec un sentiment d'impuissance, désespoir, et j'active l'axe corticotrope, qui est aussi celui du cortisol, donc monte au niveau hormonal du cortisol, et ça augmente la détresse, donc aussi la dépression. Le soutien social, maintenant, donc il y a deux choses dans le soutien social. Il y a le réseau, et là c'est quantifiable, c'est le nombre de personnes qu'on a autour de nous. Parfois certains n'ont vraiment personne. Donc c'est un aspect vraiment objectif, il y a tant de personnes, papa, maman, les frères, les sœurs, enfin il y en a tant. Voilà. Et ensuite, il y a aussi la notion de plus subjective, c'est est-ce que je suis satisfait ou pas de ce soutien social. Parce qu'on peut avoir des gens autour de nous et se dire, voilà, si j'en avais un peu moins, ce serait mieux. Donc dans cette histoire de soutien social, donc sur ce schéma, là c'est le contact, en bas c'est le contact avec les amis, et le pourcentage de décès dans un délai de 9 années. Donc sur des personnes âgées de 30 à 69 ans. Donc dans un cas de cancérologie, quand même, je précise. Donc c'est toutes des personnes atteintes de cancer. Bien, on se rend compte que effectivement plus le soutien social est faible, plus la mortalité augmente. Et ce, quel que soit l'âge, même si c'est évidemment plus faible chez les jeunes que chez les personnes âgées, il n'empêche que moins il y a de soutien social, plus il y a une augmentation du décès. Donc ça veut bien dire que l'entourage a un rôle particulièrement important dans la lutte contre le cancer. Ensuite, donc, au niveau du soutien social, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aide effective apportée par son entourage. Et le soutien social perçu, c'est la ressource psychologique qui regroupe l'ensemble des perceptions d'un sujet à l'égard de la qualité de ses relations sociales. Ce qui veut dire, donc il y a deux choses, c'est que le sujet peut être très conscient, et notamment, on le voit dans les services en cours, qu'il a beaucoup de gens autour de lui, que tout le monde veut l'aider, que tout le monde est là, que tout le monde fait des efforts, mais finalement c'est quelque chose de plus stressant pour lui. Donc il va juger au niveau du soutien social perçu que finalement il n'y en a pas, même si objectivement il y en a. Alors, il y a une étude il y a 2 ans, et puis l'année dernière aussi, qui a été faite notamment sur les rapports entre le conjoint et la personne atteinte de cancer. Alors je prends le cas du cancer de la prostate, donc ce sont plutôt des conjointes
qui sont présentes. Ces femmes-là qui ont un coping, c'est-à-dire donc une façon de faire face à la situation, parce que leur conjoint soit atteint d'un cancer, c'est une situation stressante également pour elles, qui est plus centrée sur le problème. Donc ils vont chercher des informations, elles vont tellement chercher qu'à la fin elles en savent plus que le colloque lui-même, et elles vont retransférer ça à leur mari. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mange ci, mange pas ça, l'oncologue va venir à telle heure, il faudrait que tu lui dises ceci. Et en fait, le mari, lui, il n'a pas besoin d'avoir ces informations-là. Alors il va dire, oui, j'ai un soutien social, c'est vrai, elle est là. Mais par contre, je ne le perçois pas comme tel, parce qu'au contraire, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Donc il faut vraiment faire la différence entre le réseau, le soutien social reçu, effectif, et le soutien social perçu. C'est deux choses vraiment différentes. Évidemment, nous, on s'intéresse au perçu. Mais l'entourage, lui, plus avancé, il s'intéresse, lui, au reçu. Et il va dire à la personne, enfin, quand même, t'es gonflé, elle vient tous les jours, elle est toujours là, comment tu peux dire que... Donc, en plus, il a le droit à une culpabilisation derrière. Donc, la plupart des gens s'intéressent uniquement au reçu et pas au perçu. Or, c'est quand même le perçu qui a le plus d'effet. Alors, donc il y a aussi différents types de soutien social. Il y a un soutien qui est dit émotionnel. Donc c'est plus parler, discuter ensemble. Recevoir aussi, savoir recevoir la peur de l'autre, sa colère. Des soutiens d'estime, ça c'est plus à valoriser, t'es courageux. Des soutiens informatifs. Donc là, c'est donner effectivement toutes les informations nécessaires. Et des soutiens matériels, bien sûr, financiers ou d'organisation, garder les enfants, etc. Pour ce qui est du soutien informatif, il faut savoir que pour la plupart des gens, notamment en cancérologie, il est actif que si c'est le cancérologue qui le fournit. Donc si c'est la famille ou l'entourage proche qui va dire « oui, non mais moi je sais », ça n'a aucune valeur pour la personne. C'est le soutien informatif doit venir du corps médical. Pour les gens, pas forcément une réalité, mais en tous les cas, c'est perçu de cette façon-là. Alors, maintenant, il y a aussi un autre soutien social qui est le soutien social dit spécifique. Alors ça, c'est en rapport avec une personne en particulier. Ça peut être le mari ou la femme, ça peut être l'enfant, c'est vraiment une personne, et c'est la personne à laquelle on tient, et c'est de celle-là qu'on veut le soutien. Et si ce soutien manque de cette personne en particulier, quasiment tout l'autre soutien autour n'est plus visible. Il faut qu'il y ait vraiment ce soutien-là, cette personne. Et c'est vraiment à distinguer dans nos études du soutien social général. Vous avez vraiment le soutien général d'un côté, qui doit exister bien entendu, mais s'il n'y a pas le spécifique, c'est problématique pour le reste. Tout le reste est quasiment occulté. Donc dans l'ajustement au cancer, c'est vraiment protecteur, vis-à-vis notamment de la détresse émotionnelle, de la qualité de vie bien entendu, en particulier pour ce qui est du soutien social qui provient de la famille. Donc, je vous passe. Alors, sur le soutien social et la survie maintenant. Donc en cancer, toujours en cancérologie, le soutien social perçu est significativement associé à une évolution favorable du cancer. Donc ça, dans les groupes qu'on a pu constituer, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que les personnes qui pensent qu'elles ont vraiment un soutien social perçu élevé, enfin qui ont un soutien social perçu élevé, ont un taux de mortalité qui est beaucoup plus faible, mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que celles qui pensent que le soutien social est faible ont une mortalité plus élevée. Et c'est bien sûr celui qui est apporté par la famille ou par le conjoint qui est le plus prédictif des évolutions du cancer. Si on parle du coping maintenant, donc le coping, c'est la façon qu'on a de réagir à une situation. Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus sur la question, c'est-à-dire qu'on pense qu'à la fois c'est une réaction, donc ça devrait être lié à la situation en particulier. Or, on se rend compte qu'il y a quand même un coping entre guillemets dispositionnel, une façon de réagir à la situation qui serait un petit peu toujours la même. Donc ce serait presque un trait de personnalité pour certains copines du moins.
Alors, les stratégies, il y en a plusieurs. Il y a le coping centré sur le problème, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est des gens qui vont avoir besoin d'avoir le maximum d'informations, qui veulent tout connaître sur le sujet. Il y a un coping qui est davantage centré sur l'émotion, être à l'écoute de soi. Je suis en colère, j'ai peur, j'ai besoin de pleurer, ou au contraire, il faut que j'aille courir, là, que je vide toute mon énergie. En tous les cas, ils sont à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Sur les processus de coping, donc c'est pareil, c'est une vraie interaction entre la personne et son environnement. Il y a cette évaluation primaire, l'évaluation secondaire. Tout ça va permettre une réévaluation aussi de la situation, et c'est à partir de là qu'on va réagir. Mais c'est un cercle. Et si notre réaction à la situation ne fait pas bouger les choses, on réévalue la situation, et ainsi de suite. Et si tout ça ne bouge pas, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un sentiment d'impuissance, désespoir. Donc, en cancérologie, il est évident que ce cercle se refait à plusieurs reprises, et qu'on a, évidemment, si ça ne bouge pas, si on voit que les chimios ne font aucun effet, la puissance désespoir qui vient très très vite. Donc notre rôle, il est de prévenir ça et de faire en sorte que les gens s'adaptent au mieux pour améliorer leur qualité de vie. Donc il y a deux autres stratégies aussi, des personnes qui vont rechercher le soutien social, oh là là, je ne veux surtout pas voir ça, moi je préfère aller prendre un verre avec les copains, ça va me changer les idées, et puis la recherche de sens. Donc c'est se dire, bon, je vivais comme ça jusqu'à maintenant, il m'arrive ça, forcément ça a un sens, il va falloir que je me réadapte et que je trouve une solution. Et le coping est plus ou moins efficace, bien entendu. Il est dit adaptatif s'il conduit à la résolution du problème. Donc il est clair que dans le cancer, la résolution du problème, c'est pas guérir, puisque ça c'est quand même lié aussi au corps, à la médecine, à l'efficacité de la chimiothérapie. Mais c'est comment je m'adapte à ce cancer. Comment, psychologiquement, je sais l'aborder. Donc ça a une capacité aussi du coping à réduire la détresse immédiate et à renforcer le bien-être dans le futur. Donc nous, notre action, évidemment, sur le coping, c'est de se dire, attention, là, votre coping n'est pas forcément adapté à la situation, il faut essayer de le modifier, donc de modifier votre réaction, de façon à mieux vous adapter. Par exemple, des gens qui sont tout le temps dans le problème, qui vont essayer de chercher les informations pour pouvoir mieux lutter, sauf qu'au bout d'un moment, ils ne sont plus du tout dans l'émotionnel, ils n'utilisent plus du tout cette stratégie de coping. Donc ils ne parlent plus, ils ne manifestent pas leur colère, donc tout ça c'est en eux, et au bout d'un moment, impuissance, désespoir aussi. Donc leur apprendre que manifester ses émotions, c'est pas inutile quand on veut s'adapter au cancer. Il y a d'autres critères d'efficacité, résoudre des conflits, avoir des réactions biochimiques, une réduction des réactions biochimiques et physiologiques, donc la réduction du taux de cortisol, la réduction de la détresse psychologique, un fonctionnement social normal, retour aux activités routinières, bien-être pour soi et pour les personnes affectées, maintien d'une estime de soi positive, efficacité perçue dans l'utilisation de la stratégie jugée aidante. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire on se dit, je sais qu'une stratégie de coping, si elle est efficace, elle doit remplir tous ces critères-là. Mon patient n'utilise pas une stratégie de coping qui manifestement mène à une efficacité attendue, donc son bien-être, donc je vais l'aider à modifier son changement, à modifier sa stratégie, sa réaction au stress. Ça, je passe ça. Donc dans les études, les stratégies centrées sur le problème, ce qu'on a pu voir, sont plus efficaces dans une situation où il y a un potentiel de contrôle. Donc toutes les stratégies de coping dans le cancer, où évidemment la notion de contrôle est beaucoup plus faible, quand elles sont centrées sur le problème, l'efficacité est moindre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on cherche évidemment à aider les gens à adopter des stratégies centrées sur l'émotionnel. Et les stratégies d'évitement aussi, ne pas avoir de problème, passer à autre chose, sont plus efficaces dans une situation perçue comme incontrôlable. Donc il ne faut pas penser que justement les personnes qui, vu de l'extérieur, on va dire, elles sont dans le déni, elles ne veulent pas voir leur cancer, elles font comme si ça n'existait pas, ça ne les empêche pas de suivre le traitement bien entendu, mais dans la vie de tous les jours, elles n'en parlent pas, elles font comme si. Voilà. Et on se rend compte qu'au final, c'est pas si inefficace que ça.
Ça leur permet même beaucoup mieux de s'adapter à la situation. Bon, je vous ai mis aussi quelques lectures conseillées, et puis si vous avez des questions, avec plaisir. Voilà. Merci.